Quels sont les enjeux justement pour vous, pour Engie, quand on parle de relations clients? D'abord, le propre de la relation client, c'est son universalité, quel que soit le type de client. On utilise en général les distinctions B2C, B2B. Il se trouve que chez Engie, il y a 2 ans, lors de notre nouvelle orientation stratégique, on a décidé de créer un nouveau segment de clientèle qu'on a appelé B2T, parce qu'on voulait s'adresser spécifiquement au territoire, non pas, parce qu'on a commencé par me dire « Ah, c'est du B2A, Business to Administration ». Et j'ai dit « Non, mon problème n'est pas de savoir si c'est une personne publique que j'ai en face de moi, et si je suis soumis au Code des marchés publics, mon problème, c'est que je veux m'adresser spécifiquement aux aménageurs. » Et le seul fait d'avoir créé ce concept de B2T a fait qu'un certain nombre de clients qui avaient du mal à trouver des interlocuteurs sont venus nous voir parce qu'ils ont dit « Pour une fois, il y a quelqu'un qui veut nous parler à nous en tant qu'aménageurs de l'espace, aménageurs de la politique énergétique locale. » Donc, comme quoi, le fait, même avec ces clients qui sont souvent des grands opérateurs, qui sont éventuellement des présidents d'universités qui veulent parler de l'aménagement de leur campus, qui sont des patrons d'aéroports qui veulent parler de leur aéroport. Le seul fait qu'ils aient compris que nous nous adressions à eux en tant qu'une catégorie spécifique de clients pour traiter leurs problèmes d'aménagement, ça crée une autre relation, ce qui montre bien l'universalité de la relation client. Le deuxième point, pour nous très important, c'est l'intégration de l'humain et du digital dans la relation client. Aujourd'hui, il faut évidemment avoir des outils qui permettent que le contact soit humain, mais que l'humain qui s'adresse au client sait exactement quelle offre son collègue lui a fait la veille, quelle offre éventuellement le client est allé voir sur Internet pendant la nuit, de façon à ce que la réponse qui lui soit apportée soit pertinente, informée et reçue par le client comme étant à valeur ajoutée. Et donc cette intégration ne peut se faire qu'en faisant monter en compétence tous ceux qui chez nous portent la relation client, parce qu'évidemment, ils ne sont pour une bonne part pas nés avec un téléphone mobile dans la main. Ils sont nés souvent à une autre génération. Tout ça, ils ont dû l'apprendre. Et c'est en les formant, en leur donnant la capacité à intégrer ces outils tout en continuant à maintenir le caractère humain de cette relation que nous les aidons à progresser. Pour ça, il faut aussi qu'on ait un management qui est conscient de l'importance de la relation client et à la fin qui comprenne aussi que la qualité de cette relation, c'est un des outils de motivation et d'engagement du personnel auxquels nous tenons beaucoup chez Engie. Alors, vous le disiez, il y a l'usage des outils. Hein, finalement, c'est ça, le digital. Et si on s'intéresse à la banque très spécifiquement, Marie-Claire Capobianco, on le voit avec les néobanques, effectivement. On a parlé des chatbots qui peuvent répondre. Et d'ailleurs, Christian Piret les évoquait tout à l'heure. Ces ordinateurs qui peuvent maintenant vous répondre presque aussi bien qu'un humain dans la relation client à distance. Pour la banque, ça signifie quoi, ces enjeux et cette révolution qu'on est en train de connaître et qui traverse le secteur bancaire dans sa relation au client? Alors, de toute façon, très clairement, bon, une banque, effectivement, c'est une société commerciale qui a pour mission d'accompagner ses clients finalement dans la réalisation de leurs projets. Et cela, c'est vrai pour toutes les natures de clients, puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir des clients, à la fois des particuliers, des ménages, des artisans, des professionnels, des entreprises, ça va de la TPE au CAC 40. Enfin, donc on a vraiment une très grande diversité de clients et on est finalement au confluent de tous ces clients-là. Et ces clients-là, ce que nous leur apportons, en plus, ce sont des solutions qui sont immatérielles. Alors c'est immatériel et dans le même temps, nous sommes véritablement au cœur de ce qui est finalement peut-être le plus précieux, parce que nous sommes sur des sujets qui sont la transmission, le futur, l'avenir, le toit de la famille, l'accès à des biens de consommation courante ou à des choses plus sophistiquées. Enfin, donc finalement, ces solutions immatérielles, elles permettent de réaliser tous les projets, petits ou grands, etc. Donc c'est très important. Et finalement, une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien à quel point la relation client en elle-même devient importante, parce qu'on ne peut pas répondre à cela de cette façon, avec cette recherche d'excellence grandissante, si on est simplement sur des solutions technologiques. La technologie est très importante. Elle va nous permettre d'avancer grandement sur tout un tas d'opérations d'information que les clients jusqu'à présent venaient chercher directement auprès de nos conseillers.
aujourd'hui ils le trouvent et ils le trouveront de plus en plus sur des interfaces digitales, mais néanmoins, ce que je disais tout précédemment, à un moment, ils ont véritablement besoin de quelque chose. Et ce quelque chose, à ce moment-là, c'est le niveau de l'humain. Donc nous, BNP Paribas, nous avons cette conviction de toute façon que l'humain et le digital doivent absolument être conjugués harmonieusement. Nous estimons que la banque, c'est une banque relationnelle, donc elle doit avoir le meilleur des deux mondes. Et donc nous avons engagé un plan de transformation, c'est-à-dire que nous investissons des montants importants dans la transformation digitale, mais en même temps, nous investissons dans la transformation des compétences. Parce que justement, il faut que nous proposions à nos clients finalement des expériences, pour employer le mot d'aujourd'hui, donc des parcours les plus fluides possibles, quelle que soit la façon dont ils veulent interagir avec nous, que ce soit donc par tout moyen et à leurs mains quand ils veulent. Nous voulons en même temps leur proposer de façon la plus pertinente possible des solutions, et donc il faut les connaître de mieux en mieux. Donc nous allons également, avec la technologie, pouvoir approcher mieux encore nos clients. Nous voulons leur proposer le choix du modèle de relation, et donc on doit pouvoir leur proposer à la fois très digital et puis très conseil s'ils le souhaitent. Et pour faire tout ça, il faut donc le plus gros défi finalement, c'est le défi managérial, parce qu'il faut arriver à ce que l'ensemble de nos équipes comprennent, adhèrent, se sentent toutes concernées, parce qu'évidemment tout le monde est concerné, et que nous puissions accompagner chacun dans cette évolution. Alors évidemment, je vais vous poser la question à tous les deux d'ailleurs, parce que vous êtes tous les deux attachés évidemment à l'INRC, et on est là pour parler aussi de l'apport que représente l'Institut. Chez Engie, comment est-ce que vous vous appuyez sur les compétences, sur cet outil qu'est l'INRC ? Bien, l'INRC nous aide d'abord en termes d'ingénierie de compétences et d'ingénierie de formation. Je vais prendre juste un exemple. Chez Engie Home Service, qui envoie chaque jour des techniciens faire 14 000 interventions pour maintenir vos chaudières. Enfin, j'espère que vous avez un contrat avec Engie Home Service. Sinon, vous pouvez le souscrire en ligne. Donc, chez Engie Home Service, ces techniciens étaient juste des techniciens. On a souhaité naturellement les former à la relation client, parce qu'évidemment, un technicien qui vient chez vous, c'est quelqu'un qui vient un peu violer votre intimité, et il vaut mieux qu'il le fasse de la bonne façon pour que vous gardiez un sentiment positif de sa visite. Donc, on a créé une école de formation, et l'INRC nous sert à la fois à benchmarker, à observer, à auditer, à nous faire des suggestions pour l'améliorer. C'est typiquement la compétence d'ingénierie de formation. Deuxième utilisation que nous avons de l'INRC, nous sommes membres de tous les groupes de travail et de réflexion, ce qui nous permet d'échanger avec nos pairs ou les gens d'autres secteurs comme de la banque, de constater qu'il y a des bonnes idées partout, d'essayer de s'en inspirer et d'améliorer nos propres pratiques à partir de là. Troisième point, nous avons, à partir de l'INRC, rehaussé nos ambitions en termes de satisfaction client. Nous avons fixé un objectif de 85% de taux de satisfaction client au terme de 3 ans pour Engie. Et ça rentre aussi dans les éléments de notation extra-financière, qui sont de plus en plus importants pour une société énergétique comme Engie. Et de ce point de vue-là, le label, et en particulier le nouveau label de l'INRC, devrait permettre à tous ceux qui l'adoptent et qui chercheront à être labellisés de progresser dans leur notation extra-financière sur cet indicateur important qui est la qualité de la relation client, mais aussi l'engagement des personnels, parce que l'un et l'autre se répondent. Si on a des personnels engagés, on a en général des clients satisfaits et vice-versa. Merci. Alors, évidemment, on va en reparler de ce label dans quelques minutes, tous ensemble. Simplement, je reprends ce que tous les trois premiers intervenants vous avez utilisé comme mot, le mot formation. Est-ce que pour la BNP Paribas, l'INRC sert aussi à trouver les outils d'une bonne formation du manager ? Alors là, je pense que la réponse va bien sûr ressembler beaucoup à ce que Didier Holleaux vient de dire, puisqu'on est sur les mêmes besoins finalement. C'est d'ailleurs en cela, on voit bien au travers de ce que nous avons dit jusqu'à présent, à quel point il y a une totale homogénéité
qu'importe l'activité, d'un côté il y a des chaudières, de l'autre il y a des produits financiers, il n'empêche que le besoin est exactement identique et donc l'accompagnement est le même et donc l'employabilité à terme est également la même. Donc oui, la réponse est oui sur la partie formation. Bon, comme nous participons là aussi aux travaux de l'INRC, nous partageons les bonnes pratiques en termes d'expertise de formation. Par ailleurs, nous avons également des actions plus locales, et ça c'est intéressant pour nous, puisque nous sommes bien sûr une banque certes internationale, mais très ancrée en France au sein des régions et des territoires. Donc nous avons aussi des places sur lesquelles il y a les sujets justement de recrutement, d'emploi, et là il est important également de travailler à l'INRC sur ces sujets-là. Et puis enfin, je rejoins tout à fait ce qui était dit aussi sur le partage des pratiques. Enfin, je pense que réellement, et d'ailleurs plus nous serons nombreux et plus d'entreprises seront partie prenante de l'INRC, plus on aura justement cette capacité à élaborer ensemble les caractéristiques, les besoins de ce que doit être une relation client gagnante pour que les personnes, enfin la population qui s'engage dans ce type de métier ait beaucoup d'avenir et que l'économie s'en trouve améliorée. Alors Marie-Claire Capobianco, l'INRC, on a commencé notre discussion avec son conseil stratégique, mais l'originalité, on va dire, c'est qu'il y a une double gouvernance. Est-ce qu'on peut dire un mot du Conseil d'orientation opérationnelle, le COO, pour faire simple? Je pense qu'il doit s'afficher. Oui, on va avoir. Normalement, ça va suivre. Alors, le comité d'orientation opérationnelle, oui, je crois que là, véritablement, voilà, vous voyez s'afficher les logos devant vous. Je pense que réellement, c'est une originalité et une force, bien sûr, de l'INRC que d'être paritaire, c'est-à-dire d'avoir en son sein à la fois la partie entreprise, mais d'avoir également les partenaires sociaux. Parce qu'il est exact que la relation client n'est pas un secteur d'activité, c'est réellement une filière métier. Et donc, dans une organisation qui met en avant, qui a des rouages, si vous voulez, qui ne réagit pas exactement de la même façon selon qu'on est en secteur d'activité ou en filière métier, il est donc très important d'avoir la capacité d'avoir également les partenaires sociaux qui soient partie prenante et qui puissent donc porter les sujets sur lesquels nous souhaitons pouvoir travailler tous ensemble. Alors, c'est une force, je le disais. Les partenaires sociaux sont représentatifs au niveau confédéral et donc siègent pour évoquer ce sujet de fond. Alors, j'en profite d'ailleurs, si vous me permettez, pour remercier justement l'ensemble des partenaires sociaux qui sont ici ce soir, donc de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et également CPME, FO et MEDEF. Donc je pense que réellement c'est très important de travailler ensemble parce qu'encore une fois, il s'agit d'emploi, il s'agit d'employabilité, donc il s'agit de sujets qui nécessairement fédèrent l'ensemble des acteurs, partenaires sociaux et entreprises.